Bonjour, Dominique Grand, psychologue, et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le complexe d'Oedipe. Alors pour ne rien vous cacher, il y a très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, et pour des raisons variées, voilà, je n'y suis pas encore mis, et en tout cas aujourd'hui ça va être chose faite. Alors tout d'abord je veux dire quelque chose qui est important, c'est que je n'aborde pas le complexe d'Oedipe sous l'angle éminemment sexuel et très ciblé sur les enfants. Je trouve que ce qui est très intéressant avec ce complexe d'Oedipe, c'est revenir aux racines grecques et de regarder comment ce mythe a été construit essentiellement dans un projet de définition de l'identité. C'est-à-dire que pour moi, le complexe d'Oedipe est avant tout identitaire et, comme je l'ai mis de façon un peu humoristique, pas très sexuel. Voilà. Même si effectivement, je suis bien d'accord qu'il y a une part par rapport à ça. Mais souvent dans mes formations, j'ai envie d'aborder les choses beaucoup plus sous l'aspect de comment on se crée son identité ou on ne se crée pas son identité. Et là, pour le coup, l'histoire de Oedipe est effectivement tout à fait intéressante et on voit comment les Grecs savaient mettre en scène en fait des dieux, mais qui en fait parlaient de nos vies à nous en tant qu'êtres humains, bien entendu. Et alors, l'idée d'Oedipe, j'aime bien recommencer par le début de l'histoire. En fait, donc c'est des nobles qui ont un enfant, et dans la tradition à cette époque, il y a la possibilité d'aller voir une oracle qui va dire quelle sera la vie de l'enfant et à quoi on peut s'attendre par rapport à la vie de cet enfant. Donc ces nobles-là font comme d'habitude, ils vont voir l'oracle, et là, qu'est-ce que leur dit l'oracle? Elle leur dit cet enfant tuera son père et se mariera, aura des relations sexuelles avec sa mère. Et là, évidemment, les gens un peu pris de panique, je le dis d'une façon un petit peu détendue, hein, se rendent, font un petit conciliabule et disent bon, quand même, celui-là, il vaudrait peut-être mieux s'en débarrasser. Donc, c'est la décision qu'ils prennent. Et ils prennent l'enfant, ils le mettent dans le couffin et ils l'abandonnent sur la rivière, pensant que, entre guillemets, ils en sont débarrassés et qu'ils n'entendront jamais reparler de cette prédiction quand même qui semble assez inquiétante. Et donc, vous voyez quelque chose, c'est que quand cet homme et cette femme abandonnent Oedipe sur la rivière, d'entrée de jeu, on voit la connotation, et pour le coup, je fais remarquer qu'elle n'est pas du tout sexuelle. Cet enfant est abandonné par ses parents. Il perd le lien générationnel, le lien d'identité qu'il a avec ses parents, qui auraient pu le reconnaître et l'élever. Et en l'abandonnant, déjà, je trouve que le mythe pour moi est très clair. Ça ne parle pas de sexualité pour le coup, ça parle de abandonner cet enfant et rompre cette espèce de lien générationnel. Il se trouve que le couffin ne coule pas et des gens découvrent ce couffin avec l'enfant dedans et décident d'élever cet enfant. Et donc cet enfant est élevé, et là l'histoire fait assez court, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à ce qu'il ait l'âge adulte, et Oedipe, adulte, se balade avec, sur un chemin, je ne sais plus exactement, avec sa charrette, son char, je ne sais plus, et à un moment tombe sur quelqu'un qui lui barre le chemin. Les choses se passent mal, très mal, il y a un conflit, une agression entre les deux, et il se trouve que Oedipe tue cet homme. Alors c'est déjà pas anodin, mais c'est surtout ce qui est beaucoup moins anodin, c'est qu'il apprend que cet homme est son père. Et donc, Oedipe tue son père, et là il commet quelque chose qui effectivement est extrêmement grave, parce que, en dehors du fait qu'effectivement il tue quelqu'un et il tue son père, qu'est-ce que ça signifie? Le sens symbolique, il est que Oedipe, à partir de là, quelque part, vient au-dessus de son père. Il devient plus puissant que son père. Et là, c'est ça le problème. Et c'est ça que les Grecs veulent nous dire, c'est que Oedipe va se trouver dans deux difficultés principales pour construire son identité. La première, c'est que, au lieu d'être inscrit dans ce lien générationnel descendant, en tuant son père, quelque part, il vient là au-dessus. Et là, je ne peux que vous rappeler
le concept du professeur Racamier, qui avait beaucoup écrit sur les schizophrènes, et qui disait qu'un des fantasmes principaux des schizophrènes, c'était l'auto-engendrement, c'est-à-dire qu'on s'auto-engendre. Et là, d'une certaine manière, je trouve que ça évoque ça, ça appelle ça. C'est-à-dire que Oedipe, en tuant son père, devient plus fort, supérieur à son père, et quelque part, ça rappelle le fantasme d'auto-engendrement. Et alors, j'en veux, dans mon expérience de clinicien, 2 fois, des jeunes hommes m'ont raconté qu'ils avaient dû se battre, voire se défendre dans une agression avec leur père, et que les 2 m'ont raconté la même histoire, c'est qu'à un moment, ils ont été suffisamment forts pour battre leur père. En particulier un l'a envoyé valdinguer par terre, etc. Et il était beaucoup plus fort, et l'autre lui a collé des coups de poing, etc. Et lui, quelque part, l'a un peu assommé. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ce récit pourrait être raconté d'une façon un petit peu dramatique, mais sans plus. Mais ce que j'ai chaque fois vu, c'est que ça provoque quasiment une forme d'effondrement chez ces 2 jeunes hommes. On sent que cet acte-là a été quelque chose de principal dans leur difficulté à s'établir et à avoir une forme de force et de confiance en eux. Pourquoi? Peut-être parce que tout simplement, la personne qui est censée les protéger, le rapport parent-enfant, au principe, c'est les parents qui protègent les enfants, et qui sont quelque part plus forts qu'eux, on entend ça d'une façon symbolique, eh bien, si un enfant bat son père, à plus forte raison tue son père, eh bien, quelque part, il coupe ce lien. Alors, évidemment, l'histoire continue, et Oedipe, ayant tué son père, ayant fait cette effraction générationnelle, dans l'histoire, se trouve très affecté par ça et décide de partir. Et là, on voit de nouveau que Oedipe devient un errant, c'est-à-dire quelqu'un qui, au fond, ne sait pas trop où il va. Alors, il se trouve que dans cette pérégrination un peu comme ça, dans le vague, il rencontre le Sphinx, et là, on a affaire à l'énigme du Sphinx, et je trouve que cette énigme du Sphinx, elle est là pour nous rappeler le sens du mythe. Je trouve ça très intéressant, mais alors, pour le coup, très clair, que c'est beaucoup plus identitaire que sexuel. Parce que si vous regardez bien, l'énigme du Sphinx, c'est qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le soir. Oedipe trouve la solution. Il s'agit de l'être humain quand il est des bébés qui marchent à 4 pattes, à 2 pattes quand il est adulte et à 3 pattes avec la canne ou le bâton pour se tenir. Et regardez tout simplement, cela décrit le parcours de l'être humain et entre guillemets peut-être la bonne façon d'évoluer. En tout cas pour moi c'est un rappel que ça parle de l'évolution de l'être humain et de comment il va construire et au fond peut-être aussi accepter son identité. Et pour le coup, aucune évocation sexuelle n'est faite à cet endroit-là. Alors, Oedipe trouve l'énigme du Sphinx et en récompense, il a le droit de se marier avec la reine. Il se trouve que, ça ne ferait pas d'histoire autrement bien entendu, que la reine se trouve être sa mère. Et donc là, Oedipe commet la deuxième, vous voyez, effraction générationnelle, c'est-à-dire que Oedipe se place au niveau de sa mère. C'est ça le plus important. Alors après qu'il couche avec sa mère ou pas, je trouve que dans l'idée de la recherche identitaire, c'est pas flagrant. Là aussi, je rappelle que en psychologie, il y a quelque chose de particulier, c'est que la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, ce qui est fantasmé est largement aussi traumatisant que ce qui est le fait réel. Et là, on voit la différence au passage entre la psychologie et la police de justice. La police de justice a besoin de faits établis, prouvés. La psychologie, quelque part, n'en a pas besoin. C'est-à-dire que si quelqu'un, même dans le fantasme, couche avec sa mère, ça revient au même. Et en l'occurrence, bon, pour que ça fasse histoire, Oedipe se marie avec sa mère. Et là, vous voyez très bien que si Oedipe arrive à ce niveau générationnel, eh bien, il va y avoir énormément de confusion. Il va y avoir énormément de confusion puisque Oedipe, qui va-t-il être?
est-ce qu'il va être le fils de sa mère ou est-ce qu'il va être le mari de sa mère? Si par hasard ils avaient des enfants, ces enfants vont être à la fois les enfants d'Oedipe et leurs frères. Enfin, ça devient très compliqué. Et évidemment, par rapport aux autres membres de la famille, c'est exactement de la même chose. Par rapport à son père, il deviendrait quelqu'un qui est égal générationnel et quelqu'un qui vient en dessous de la génération. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on peut voir la dynamique à l'envers. Pour moi, la psychologie, je le redis, est une science dure, au sens où elle fonctionne incroyablement bien. Et on va voir que, vous comprenez que dans cette situation, on va introduire de la confusion. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui est qui. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut repérer dans le discours des patients, ça je le vois dans mes entretiens cliniques, et même c'est un outil pour voir que quand la personne est confuse, quand dans le récit, la personne par exemple confond, elle parle de sa sœur et de sa mère, et à un moment on ne sait plus si elle parle de sa sœur ou de sa mère, elle parle de son père et de lui, et à un moment on ne sait plus de qui la personne parle. Eh bien je trouve qu'on a un indice de risque effectivement de quelque chose du complexe d'Oedipe qui n'a pas été réglé. Le complexe d'Oedipe veut dire qu'il faut qu'il y ait une différence générationnelle. On ne fait pas les mêmes choses aux mêmes étages. Et donc c'est même, je dirais, intéressant en termes de diagnostic de remarquer qu'un patient, une patiente évoque des choses de façon confuse dans son identité, dans l'identité de ses proches, parce que très probablement on va retrouver des effractions identitaires, alors à ce niveau-là ou au niveau supérieur, bien entendu, parce que le niveau supérieur souvent doit être évoqué, le niveau des grands-parents. Ces effractions identitaires ne sont pas forcément entre parents et enfants, mais entre enfants et grands-parents. Voilà, c'est des situations que je rencontre assez souvent. Et donc, vous voyez, en définitive, à quoi sert la compréhension de ce complexe d'Oedipe. Et je veux terminer en disant et en rappelant que, évidemment, cette règle, vous voyez, de quelque part relationnelle au fond, relationnelle sociale, relationnelle intime, hein, on ne partage pas un certain niveau d'intimité entre les parents et les enfants, voire évidemment les grands-parents. Et je trouve que ça mérite à être vraiment redit de façon beaucoup plus claire. Et ce n'est pas toujours uniquement dans l'ordre sexuel. Quelquefois, cette intimité, on le voit, elle est vécue de façon un petit peu moins, je dirais, directe que la sexualité. Mais c'est par exemple des parents qui font des confidences de leur intimité, qui partagent un espace intime, ou plus exactement souvent qu'ils n'ont pas d'espace intime, c'est-à-dire que tout le monde fait tout avec tout le monde et dans toutes les pièces par exemple. On ne fermerait pas la porte de la salle de bain, ou en tout cas on se permettrait, vous voyez, de rentrer dans cet espace-là de façon indifférente, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de prise en compte de la situation et du respect de l'intimité de l'autre. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis probablement à bientôt.